C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors lorsque les livres d'hommes politiques commencent à pulluler dans les librairies, c'est que la présidentielle approche. Édouard Philippe, Michel Barnier, Jordan Bardella, qui d'ailleurs est apparu dans l'émission Confessions intimes sur M6, où le timide se dévoile, c'est qu'il y croit. C'est une évidence, ils sont en piste pour 2017. En somme, c'est l'acte fondateur d'une candidature. Édouard Philippe grinçant et critique sur un pays qui décroche. Michel Barnier qui s'obsède de la dette et veut servir son pays. Son bref passage à Matignon lui a redonné sans doute le goût du pouvoir. À gauche, au Parti socialiste, le Congrès va consacrer ce soir son nouveau chef avec une question: le PS va-t-il refaire une union avec la gauche ou reprendre la flamme en solo d'un ancien grand parti de gouvernement? On en parle sur ce plateau avec Bruno Jeudi. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la Tribune Dimanche, merci d'être là. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Merci Catherine. Bonsoir Roselyne. Carole Barjon, éditorialiste politique. Bonsoir à vous, merci. Bonsoir Roselyne. Et puis en fin d'émission, Véronique Reissoult est allée pêcher dans les eaux troubles des réseaux sociaux. Alors Jean-Marie, une question. La présidentielle est dans toutes les têtes. Bruno Retailleau, peu connu du grand public il y a quelque temps, avant la place Beauvau, s'est fait élire président des Républicains, laissant en plan Laurent Wauquiez. Et ses envies d'Élysée, la course de petits chevaux a donc démarré? Largement démarré, un peu en avance. Hein. Donc on se demande ce qu'ils vont faire pendant toute cette période qui s'ouvre, alors que la situation est particulièrement difficile. Plus il y a de candidats, et il en sort un tous les jours presque, plus il y a éclatement, et plus sera mis en relief le fait qu'en face, c'est-à-dire du côté du Rassemblement national, il y a un bloc. Alors même s'il y a quelques tiraillements avec Jordan Bardella, il n'empêche qu'il y a un bloc Rassemblement national et qu'en face, c'est l'éparpillement. L'éparpillement, ça veut dire la défaite. Ouais. Et ça veut dire que tous ceux-là qui se bataillent là et qui se poussent du coude, eh bien, ils sont en train de faire le jeu du Rassemblement national parce qu'il n'y a qu'une seule place. Et la place qui est pour le second tour, pour s'opposer à Marine Le Pen. Parce que tout le monde considère à juste titre, semble-t-il, qu'elle sera où Jordan Bardella, en tout cas un candidat Front National, Rassemblement National, sera au second tour. Donc comment arrive-t-on à ce qu'il y ait un candidat en face qui soit à l'assise suffisamment large? Alors Retailleau nous dit union des droites, enfin union de la droite avec la droite. Je ne sais pas jusqu'où il va comme cela. Alors que Édouard Philippe dit union de la droite et du centre. C'est-à-dire c'est vraiment les fondamentaux de la droite dite de gouvernement, telle qu'elle a gouverné, telle qu'elle s'est présentée aux électeurs pendant très très longtemps. Donc là, on voit bien où apparaît le clivage. Mais il n'empêche que, comment pourra-t-on, après cette explosion des candidatures, pourra-t-on rassembler autour d'une seule personnalité qui sera capable d'être là au second tour pour se battre avec Marine Le Pen ou avec Jordan Bardella? Pour le moment, on a l'impression que tout ça leur passe complètement au-dessus de la tête et qu'ils sont tous dans leur, comme disait le général de Gaulle, leur petite cuisine sur leur petit réchaud. Et la question aussi, Bruno, de départager toutes ces personnalités de la droite, que ce soit Michel Barnier, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, lui aussi, qui n'a pas écrit encore de livre, mais qui sera forcément positionné. Il y en a en préparation, voilà. Bon, ça nous aurait étonné. C'est vrai, non, audition de l'Observatoire, je crois que c'est prévu pour la rentrée. Voilà. Donc c'est un signe, mais comment ils vont y aller quoi, au débeauté, ou ils vont faire une primaire à droite, quand on sait que les primaires privilégient à chaque fois, et on l'a vu dans l'affaire Fillon, la radicalité, ou même à gauche, c'est toujours la radicalité qui l'emporte. La question de la désignation du candidat ou des candidats du bloc central, elle est évidemment centrale, mais ça vaut aussi pour la gauche. On peut faire un parallèle. La mode de désignation pose problème dès lors qu'on veut en désigner un. Ce qui n'est pas certain, mais si on veut en désigner un, il n'y a pas tellement d'autres formules que la primaire. Or, la primaire il y a eu du bien et du moins bien, et ça n'a pas toujours conduit à la victoire. S'agissant du bloc central, comme l'avait appelé Michel Barnier, il y a deux questions. Il y a, est-ce que les LR s'inscrivent dans une candidature commune avec les partis macronistes, ou est-ce qu'ils vont vivre leur vie? Ils ont élu un président et ce président sera leur candidat naturel. Aujourd'hui, on peut imaginer que Bruno Retailleau veuille tailler sa route. S'agissant des partis macronistes purs, ils sont 3 au moins, là il y a déjà beaucoup de monde sur le tarmac, et là c'est comment ils s'organisent entre eux.
moi je crois qu'effectivement ça démarre longtemps en avance, mais ça laisse le temps aussi de voir le travail des sondages qui vont finir par faire le tri. Mais ils sont bien embêtés, les sondages. Aujourd'hui, on voit quand même que dans ce bloc-là, il y a 2 candidats qui émergent, c'est Bruno Retailleau et Édouard Philippe. Les 2 autres sont quand même décrochés. On voit bien que Gabriel Attal, ça piétine, voire ça recule, et que Gérald Darmanin, il a beau aller faire tous les 20 heures de la Terre, tous les 8 jours, pour expliquer que, franchement, en 2027, il fera beaucoup de choses, et qu'en 2025, il n'a pas le temps de les faire. Ça va pas non plus, ça lui permet pas de passer devant les autres. Donc oui, le temps fera son œuvre, à mon avis. Le temps fera son œuvre, et je pense qu'après les municipales, on aura vu les choses se décanter. Alors, il y a quand même, il faut distinguer quand même par parti, hein, parce que, par exemple, pour ce qui est des Républicains, Bruno Retailleau a dit que lui, il voulait une primaire interne. Ça veut dire que, par exemple, si Michel Barnier poursuivait son ambition de vouloir se présenter, il y aurait une primaire avec peut-être Michel Barnier, peut-être Xavier Bertrand qui était revenu dans sa famille politique. Jamais lâché l'affaire. Après l'avoir quitté, et évidemment Retailleau. Candidat depuis 2012. Oui, tout à fait. Et Retailleau propose évidemment ça parce qu'il pense avoir une confortable avance. Donc ça, c'est pour les LR. Après, il y a une autre hypothèse qui concerne davantage le bloc central. C'est une idée qu'avait lancée d'ailleurs Gérald Darmanin, d'une primaire ouverte qui irait pour le bloc central. Mais on met la droite dedans. Ceux qui comprennent. Mettant la droite dedans. Oui, éventuellement. C'est probablement la bonne idée. Oui, peut-être. Sauf que Édouard Philippe, qui est quand même pour l'instant le plus solidement installé, on verra ce qu'il en sera pour la suite, mais n'en veut à aucun prix. Il l'a dit tout à fait clairement dans le Point la semaine dernière. Il a dit, moi, cette histoire de primaire LR Renaissance, ça vaut pas un clou. Bon, la question qu'a posée Gérald Darmanin était bonne. Mais pour l'instant, les réponses sont pas enthousiastes. Bon, alors, on parlera de la gauche aussi tout à l'heure, Catherine. Mais, donc, ça veut dire quoi? Donc, ça va être un départ assez désorganisé, en quelque sorte. Comment effectivement, intégrer le bloc central sans mettre la droite et sans mettre un Édouard Philippe qui partirait de son côté? Enfin, bon. Moi, je pense que l'équation du départ, elle est juste. C'est-à-dire qu'a priori, mais ce n'est pas complètement certain, mais a priori, le RN est qualifié pour le second tour. A priori, parce que on ne sait pas encore qui sera le candidat. Moi, je ne crois pas que... Voilà, il y a un gros élément. Je pense que Marine Le Pen ne le sera pas. Et je pense que Bardella ne le sera pas. Je m'avance sans doute, mais je crois qu'il ne le sera pas parce qu'il n'a pas l'âge pour être candidat à l'élection. Lui, il croit qu'il le peut. Oui, non, mais ça, c'est possible. Il va être poussé. Comment ? Il va être poussé par des forces extérieures et médiatiques qui vont être très motivées pour le pousser. Oui, mais ce qui est probable, c'est qu'il ira en position moins forte que ce qu'il est aujourd'hui. Et il ira poussé par des forces extérieures qui peuvent même vouloir le pousser pour des raisons bien éloignées de celles qui le motivent lui. C'est-à-dire parce que ce qui avait été très... Retailleau, par exemple, peut trouver avantage à la candidature de Bardella. Parce que Retailleau et Bardella sont très, très proches sur le plan idéologique et tout un tas de sujets économiques, etc. Le périmètre qu'ils dessinent... Ce qui n'est pas le cas avec Marine Le Pen. Ce qui n'est pas le cas avec Marine Le Pen. Mais Retailleau, Bardella sont assez proches. Si c'est Bardella, je pense que Retailleau peut arriver en disant « Moi, j'ai été ministre, j'ai de l'expérience, j'ai été au Sénat et je n'ai pas... » Exactement. Donc, il peut être poussé, Bardella peut être poussé par des gens qui, en fait, travaillent pour d'autres candidats. Mais ce que je voulais dire, c'était que... C'est tordu, mais ça peut marcher. C'est pas si tordu que ça. C'est pas si tordu que ça. Non, mais Jordan Bardella, aujourd'hui, on peut se dire qu'il a le score de Marine Le Pen dans les sondages, mais que c'est un score fictif parce que c'est pas son score. Bah oui. Donc c'est très difficile de se faire une idée du score exact que ferait Jordan Bardella candidat. Les Français ne le voient pas encore vraiment comme un candidat à l'Élysée. Ils le voient comme un remplaçant de Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier Marine Le Pen. Hein. Oui, mais Marine Le Pen, il y a la jurisprudence Falco devant la Cour de cassation. La Cour de cassation et là, ça ouvre une petite fenêtre pour les juges s'ils veulent accompagner Alors, si c'est Marine Le Pen, admettons, repartons sur le point de départ. On va dire qu'il y aura donc un candidat a priori RN au second tour.
si c'est Marine Le Pen ou s'il y a un remplaçant crédible, ce que je ne crois pas pour Bardella. Mais ils vont s'arranger pour qu'il y ait un remplaçant crédible à Marine Le Pen. Dans ce cas, il y a un problème pour les deux groupes, la gauche et la droite, de désignation d'un candidat capable d'aller au second tour et, si possible, capable de battre le candidat d'extrême droite. Vaudrait mieux. Parce que tu peux avoir un candidat, je pense, à la gauche. Celui qui est en force à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais il ne bat pas l'extrême droite au second tour. Donc, il y a un problème de désignation d'un candidat. Vous avez dit que quand il y a une primaire, c'est forcément, ça radicalise. Ça dépend quel est le périmètre de la primaire. Si ce sont on l'a vu dans tous les cas de figure. Non. On le voit quand ce sont des primaires internes au parti. Quand ce sont des primaires internes, ce sont les militants, alors ça radicalise. Mais quand ce sont des primaires très larges, c'est-à-dire qui vont jusqu'à 4 millions d'électeurs, comme ça s'est produit pour c'est ce que disait Carole, encore faut-il qu'ils soient d'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'un Édouard Philippe accepte d'aller dans une primaire ouverte. Oui, mais si, c'est pas simplement une question de candidat. C'est-à-dire qu'on peut y avoir, par exemple, je prends la gauche où c'est tout à fait clair, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'irait pas dans une primaire et qu'il sera candidat, enfin qu'il y aura un candidat France Insoumise. Mais si toutes les autres partis de gauche se mettent d'accord pour faire une primaire ouverte, alors ça devient, il peut y avoir une force d'entraînement. Le problème de la droite, à la différence de la gauche, c'est que d'une certaine façon, les partis de gauche continuent d'avoir plus d'influence symbolique que les partis de droite. C'est pas parce que Renaissance, Horizon et Modem se mettraient d'accord pour faire une primaire de tout le peuple de droite que ça marcherait. Cela dit, la droite est restée traumatisée par les précédents épisodes de primaire et ils n'y retourneront pas. Donc, et ce qui va se passer probablement, c'est non, mais c'est pour ça que Retailleau parle de primaire interne. La primaire nationale. Le premier tour jouera. Alors, elle peut être mortifère pour la droite. Elle peut être mortifère pour la droite. Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Emmanuel Macron s'était complètement exonéré d'une primaire en 2017. Emmanuel Macron, c'est une logique différente. C'est une logique hors parti. Mais tout le monde lui avait dit participe à la primaire, etc. Il a toujours refusé. Oui, toujours. Et puis c'était une logique hors parti. C'était vraiment un candidat sans parti, sans avoir jamais été élu où que ce soit, sans être jamais présenté à une élection. Et lui, il a eu une démarche qui était très différente de tous ceux dont on parle là, qui sont tous des élus. Oui, mais pourquoi ça ne pourrait pas marcher des années. Parce ça... que n'est pas Emmanuel Macron qui veut, puis vous, pour l'instant, on ne le voit pas. La trajectoire à façon Emmanuel Macron, il n'existe pas pour l'instant. Peut-être qu'il va se révéler. Et puis parce qu'il avait profité de la déconfiture, enfin, de la non-candidature de Hollande. Et de la déconfiture Emmanuel Macron c'est comme si vous aviez un ministre aujourd'hui dans ce gouvernement qui déciderait, qui n'est pas dans un parti, qui n'a pas fait de politique et qui déciderait de se lancer. Lombard. On ne le voit pas aujourd'hui. Lombard, par exemple, mais je ne crois pas que ce soit son intention. Ouais. Alors, on va parler de la gauche quand même, parce que... Puis bon, faut juste se dire qu'entre 2015, quand il surgit dans le gouvernement de Manuel Valls, très vite, il devient un personnage populaire, remarqué et qui inscrit un nouveau discours. Et ça devient un objet politique qui est différent des autres, très jeune et surmotivé, ambitieux, et il trace sa route. Oui. Je suis pas sûr que dans la 5e, on revoit ça une autre fois. L'avantage aussi d'Emmanuel Macron, c'est qu'il était en rupture. Et moi, je crois qu'il y a un problème aujourd'hui de trouver des candidats. Il y en a tellement qui se sont dit en rupture. Ah oui, mais il a été. C'est un grand classique de chaque élection présidentielle. C'est vrai, mais lui, il l'a été. Emmanuel Macron, après, je ne juge pas le parcours à l'arrivée, mais au moment où il se présente comme relativement en rupture sur tout un tas de sujets. Il est en décalage par rapport à la doxa sur l'immigration. Lui dit que c'est une bonne chose. Il dit qu'il faut donner leur chance aux travailleurs indépendants et leur donner un statut. Tout ça, il ne l'a pas fait, hein, mais peu importe, il a raconté ça. Donc, qu'il fallait dépasser le clivage gauche-droite. Il s'est présenté en rupture. Et moi, je crois, et ça serait un point que je voudrais vous soumettre, c'est que la force quand même du Rassemblement national, c'est qu'eux se présentent comme en rupture. Et que tous ceux qui sont comptable, et je pense à Édouard Philippe. Davantage Marine Le Pen que Jordan Bardella. Je suis d'accord, et c'est pour ça que Marine Le Pen, je pense qu'elle a plus de force que Jordan Bardella. Mais l'idée d'arriver, de dire « je vais faire autre chose », dans un moment où les Français sont extrêmement inquiets pour leur devenir personnel et pour celui de leur pays, et éventuellement pour celui du monde avec les tensions, les guerres, etc., quelqu'un qui dit « on va faire autrement et autre chose »,
Je crois que c'est celui-là qui sera entendu. Oui, c'est toujours la promesse de celui qu'on n'a pas essayé. Oui, mais de fait, ça fonctionne pour le Rassemblement national et je crois que ça sera une difficulté pour tous les partis de gauche. Catherine, les partis de gouvernement. Quand on voit ce que présente pour le moment, j'ai pas encore eu son livre, mais Édouard Philippe, qui a fait une interview dans Le Point la semaine dernière, et qui explique qu'il est très en colère. Au fond, il veut une forme de rupture sur le travail, dire la vérité absolue, la vérité des chiffres, etc. Carole, mais Sarkozy a fait le coup de la rupture. Chirac a fait le coup de la rupture. Mais je suis d'accord. Ils ont tous fait Et puis en plus, cette rupture-là, une rupture totalement sacrificielle. C'est ça qui est douteux. Voilà, être en rupture ne suffit pas. Être en rupture est désirable. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc de journaliste de dire la rupture. Cette personnalité est en rupture. C'est un truc de candidat. Parce que chaque candidat au long des présidentielles a toujours plaidé ça. Enfin, les candidats qui ont gagné. Sarkozy étant l'archétype parce qu'il était à l'intérieur du système. Et il dénonçait le roi fainéant qui était le président Chirac. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. Darmanin s'essaye un petit peu à ce jeu-là. Mais il est en train de prendre cette pente-là. Voilà, et Retailleau est tenté aussi, parce que quand Retailleau dit « s'il y a la proportionnelle, je démissionne », on n'y croit pas. Non. Mais pas Michel Rocard qui veut. Voilà. Qui avait démissionné en pleine nuit sur ce sujet-là. Oui, et le problème, c'est que les Français... Et François Mitterrand lui-même nous présentait un schéma de rupture avec le système. Donc tout ça est un grand classique des présidentielles. Ouais. La vérité, c'est que pour le moment, il y a une force constituée, stable, le Rassemblement national, et en face, il y a l'éparpillement. Et l'éparpillement, ça ne sert personne. Et donc, tant qu'ils n'auront pas pris conscience de cela, on sera dans ce cas de figure où, à la limite... mais ça va être long. C'est ce que je vous disais, Jean-Marie. Mais Jean-Marie, ils sont rassemblés, mais le Rassemblement national a la force de son unité, mais il propose une rupture, et une rupture qu'ils ont réussi à présentés comme désirables. Les gens pensent qu'ils vont gagner de la sécurité et de la protection. C'est ça le cœur du discours du Rassemblement. Tandis que Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous raconte qu'on va travailler jusqu'à 67 minimum, qu'il va falloir faire une retraite par capitalisation. Les gens, ils sont déjà comme ça. Si en plus, il faut qu'ils mettent de l'argent pour leur retraite, en plus, je veux dire, tout ce qui est proposé par Édouard Philippe, c'est du sang et des larmes. Moi, je crois que la rupture qui fait peur à tout le monde ne gagnera pas. Je sais que c'est votre thème favori, mais à l'inverse, un parti, le Rassemblement national, qui propose la retraite à 60 ans, je ne pense pas qu'une majorité de Français les suivent. Mais moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on vote. C'est pas campagne. Non, je ne crois pas. Je crois pas qu'on vote Front National pour la retraite à 60 ans. Je pense qu'on vote Front National pour dans une idéologie de protection nationaliste. Et c'est pas pour ils peuvent le dire, mais le cœur de leur électorat, il n'est pas sur la retraite à 60 ans. Alors, à gauche, ça va se jouer ce soir entre deux personnalités. Le sortant Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, partisan d'une ligne social-démocrate. On l'écoute. L'enjeu, il est très simple. Est-ce qu'on veut le statu quo ou est-ce qu'on veut le changement ? Est-ce qu'on trouve que le Parti socialiste y va bien ? Et moi, ça ne me satisfait pas. Moi, je veux un grand parti, un parti populaire. Ma ligne, c'est un parti socialiste clairement à gauche et clairement républicain. Tant que Jean-Luc Mélenchon et la direction de LFI dominent la gauche perdra. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 3 fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle, il a perdu 3 fois. Moi, je tiens cette ligne d'une gauche ambitieuse, qui n'a pas de leçon de gauche à recevoir de personne. D'ailleurs, moi, la gauche est l'union de la gauche. Je la fais tous les jours dans ma ville à Rouen, mais qui est en même temps crédible sur la forme et sur le refus de la brutalisation. Voilà, donc pas de radicalité, on l'a compris, Bruno, pas de radicalisation avec la France insoumise, mais est-ce qu'on sent... chez Nicolas Maillard-Rossignol qu'il y a l'envie de retrouver le Parti socialiste tel qu'il l'était, c'est-à-dire un parti de gouvernement délesté des écolos, des communistes, etc., pour redevenir, à un moment, dans une autre interview, il dit le Parti socialiste fourmille d'idées, ce qui est un scoop. Est-ce que... Voilà. C'est vrai, vous avez raison. On n'a pas vu beaucoup, d'idées. Ce qu'on a vu surtout, c'est d'abord un parti très faible. 23 000 militants votants, enfin 23 000 militants votants. Et 38 000 adhérents, je crois. Au premier tour, 38 000 adhérents. Un parti qui joue les prolongations de son congrès précédent et qui donne le sentiment plutôt de tourner en rond sur lui-même, avec exactement la même finale que la fois dernière entre le sortant Olivier Faure
au bilan assez médiocre, les scores à la présidentielle, même s'il a plus de députés du fait des dernières législatives et de l'accord avec LFI. Et puis un Nicolas Maillard-Rossignol qui peine un peu déjà à se faire connaître, qui peine à imposer de nouvelles idées, et puis qui surtout donne l'impression d'être très téléguidé par un François Hollande dans la coulisse, qui a essayé de réunir des motions qui, la fois dernière, étaient séparées, espérant être devant Olivier Faure. Et hélas, Olivier Faure est encore devant. Donc Olivier Faure est en ballottage favorable, on verra les résultats. Mais c'est un PS qui n'est pas du tout, à l'offensive. Il va retrouver ses couleurs. Et qui ne donne pas l'impression de pouvoir retrouver des couleurs, même si pendant l'hiver, on a cru qu'il y avait un petit changement parce qu'ils se sont autonomisés par rapport à LFI. Ils ont pris le risque d'essayer de se faire entendre eux-mêmes. Bon, mais je crois que tout ça est un peu... Et je ne vous ai pas parlé du troisième impétrant, Boris Vallaud, qui... alors là, j'ai rien compris à son opération à lui. Donc c'est quand même le patron des députés socialistes. Personne n'a rien compris. Rien. Voilà un monsieur qui était secrétaire général de l'Élysée, qui avait tout pour devenir un leader, et là, l'albatros, il s'est resté au sol. C'est dommage tout ça. C'est dommage parce que la gauche social-démocrate a besoin de. Sont les seuls d'ailleurs. C'est le seul parti socialiste à être dans cet état que Juppé aurait dit calamiteux, mais qui est vraiment. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment frappant, même très consternant, c'est que c'était effectivement une bataille pour l'appareil. Pour tenir l'appareil pour la suite et donc pour 2027 et ensuite avoir le pouvoir sur l'investiture aux législatives qui suivraient. Donc c'était quand Bruno disait Maillard-Rossignol peinait à imposer ses idées, moi je dirais même pas ça. C'est que... J'essayais d'être un petit peu clément. Non, cela dit, je suis désolé. C'est pas qu'il peinait à les imposer. Il ne faut pas les enterrer. Pourquoi ? Parce que Jean-Marie. Carole, on arrive au seuil des municipales, et aux municipales, on va découvrir que c'est encore, électoralement parlant, un grand parti. Ah oui, bien sûr. Et de là... Bien sûr. C'est la plus grande force bien sûr. municipale. Et tu verras, à partir de là, s'ils sont assez sages et assez... je ne sais pas, ça donnera un élément... De force et regardez, ils avaient quand même réussi leur opération européenne avec Glucksmann. Mais c'est un parti d'élu, on sait très bien. On le finit après. Mais quand même, là, c'était un enjeu plutôt national. La tête, élire le chef d'un parti. C'est la caricature des rien, et c'était caricatural. Et par ailleurs, je pense que, au fond, derrière l'échec de M. Maillard-Rossignol et la victoire très probable d'Olivier Faure. D'abord, ça prouve donc que le tout sauf Faure n'a pas fonctionné. Et derrière ça, d'une certaine façon, c'est aussi un échec de François Hollande. Oui. Merci. Qui a œuvré dans la coulisse. D'une certaine façon. C'est lui qui fait la décision. Là. Quelle stratégie peut adopter aujourd'hui, si c'est Olivier Faure ou si... Alors moi, ce que j'allais vous dire, c'est que je pense que le Parti socialiste va se retrouver avec les mêmes problèmes à l'issue de ce congrès que le précédent, mais ça a quand même une importance, si ça a une importance relative pour le PS, qui de toute façon n'est pas sorti des ronces, quel que soit le vainqueur ce soir, ça a une importance pour le reste de la gauche. Parce que le point d'équilibre de la gauche, actuellement, n'est pas... c'est un peu caricatural, ce que je vais dire, mais n'est pas du côté de la droite du Parti socialiste. Elle est quelque part du côté de ce qui était le nouveau Front populaire, c'est-à-dire une gauche qui est ce qu'on appelle une gauche de rupture. Rupture avec quoi ? Rupture notamment avec la politique qu'a menée Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui-même issu d'un certain logiciel construit à l'Élysée et dans la social-démocratie, qui est notamment la politique de l'offre. Le logiciel de l'inspection des finances. Je suis d'accord, c'est le logiciel de l'inspection des finances, mais qu'il a pu mettre en œuvre quand il était à l'Élysée auprès de François Hollande, puis quand il était à Bercy, et qu'il a continué d'affirmer, qu'il continue d'affirmer, qui est en fait la politique de l'offre, c'est-à-dire qu'en fait, le cœur de la force de la France, c'est de conforter les entreprises. C'est de là que repartira notre pays. La gauche ne pense pas ça. Globalement, la gauche ne pense pas que c'est de ce point de vue-là que ça passera. Donc ceux qui continuent de porter
cette idée-là, assortie du débat sur la République, et qui a été incarnée par quelqu'un comme Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'en 2022, Anne Hidalgo n'est pas la candidate d'Olivier Faure, mais Anne Hidalgo, elle est plutôt la candidate. D'ailleurs, elle a soutenu pas Olivier Meyer, mais Meyer-Rossignol. Donc, il y a une question d'appréciation de où est la gauche. Je crois que la gauche n'est pas du côté de Meyer-Rossignol. La gauche est plus à gauche que ça. Je parle des 30% d'électeurs de gauche. La deuxième chose qui est importante à retenir, c'est que Meyer-Rossignol ne veut pas d'une candidature de rassemblement de la gauche, même LFI exclu, c'est-à-dire qu'il ne veut pas d'une compétition avec François Ruffin. Olivier Faure dit, alors avec que Ruffin. Voilà, vous par suivez exemple. toujours Vous suivez toujours. Voilà. Non, mais si, c'est important. François. La gauche, c'est pas Glucksmann. Dans les sables mouvants. Non, mais la gauche, ce n'est pas seulement. Glucksmann et Mélenchon. C'est pas Glucksmann et Mélenchon. La gauche, c'est tout un tas de gens qui sont plus à gauche que Glucksmann et moins brutal que Mélenchon. Eh bien, si tu les exclus, si tu exclus ce milieu, tu te retrouves avec une gauche très, très, très déséquilibrée. Et si on repart sur... Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je crois que l'enjeu, c'est d'avoir une primaire à gauche qui soit ouverte. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure... C'est-à-dire que tout le monde peut voter. Tous les électeurs qui se reconnaissent dans le nouveau Front populaire, qui se reconnaissent de gauche, peuvent voter. Et si... ça a déjà eu lieu, ça. Je suis pas sûr. Si le Parti communiste, je suis pas sûr que ça ait des vertus. Et le PS se parce que la précédente primaire, ça a donné Benoît Hamon. Donc elle était interne au Parti socialiste. C'est dire le succès. Elle était interne. Elle était interne. Ce que je veux dire par là, c'est que le discours sur la rupture, etc., ça n'aura pas cours au municipal. Je ne parle pas de ça. Si c'est interne au Parti socialiste, ça n'aura aucun effet. Ils ne vont pas aller devant leurs électeurs pour dire je suis contre mon système, puisque ça ne marchera pas au municipal. Je ne parle pas des municipaux. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça donne après les municipales. Interne au PS, interne au PS, on va vous laisser continuer votre conversation. On va dire un mot quand même encore de Retailleau. Pardon ? On a compris que ça n'était pas brillant pour le Parti socialiste. Ah oui, ça fait longtemps que ça dure. Après les violences en marge de la Ligue des champions, c'était samedi soir, une partie de la capitale a été dévastée. Aujourd'hui, en déplacement, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a encore haussé le ton. Je vous propose de l'écouter. Il faut frapper les délinquants et les barbares, comme je les ai appelés, au portefeuille, que l'État systématiquement se retourne contre ces coupables, qu'on les fasse payer, qu'on crée une dette personnelle ineffaçable, qu'on mobilise le fisc. Pareil pour ceux qui reçoivent des aides sociales. Vous croyez que les Français, ils payent leurs impôts pour donner de l'argent à travers les prestations sociales à des gens qui sont des délinquants? Non, stop. Un peu de bon sens. Moi, j'essaie de défendre ce que j'appelle la France des honnêtes gens. Alors, est-ce que, Bruno, là, c'est pas un peu des coups de menton de Bruno Retailleau, qui est beaucoup à la fois dans l'action aussi, mais un peu dans le ministère de la parole parce que, regardez, quand on voit les Jeux Olympiques, il n'y a pas eu un débordement. Samedi soir... la France... Bah oui, non mais... si, un peu. Si. Des événements sportifs. Barcelone, il y avait 600 000. On peut comparer. Il y avait un déploiement. Non, mais laissez-moi finir. Mais Carole, Barcelone, il y avait 600 000 personnes à Barcelone. Il ne s'est rien passé. Est-ce que c'est pas là quand même un échec cuisant? On parlait tout à l'heure, vous disiez parler de l'échec de François Hollande au PS, mais là, est-ce que c'est pas un échec cuisant pour Retailleau? C'est un échec. Il était en Vendée, je crois. Non, mais c'est un échec pour Bruno Retailleau. Si votre question c'est ça, oui, incontestablement, c'est un échec de Bruno Retailleau qu'il reconnaîtra dans 2 ans ou 3 ans, comme Gérald Darmanin a reconnu son échec. C'est pas de bon augure, alors. Oui, mais Gérald Darmanin, il a reconnu son échec de 2022. On a oublié la fameuse finale Barcelone. Non, pas Liverpool. On a oublié cette finale qui s'était très mal passée. Heurts, violence, débordements partout, des images atroces. Et ça se termine le ministre... coup de menton, 3 ans après, il dit oui. Non, il accuse les supporters anglais d'abord. À l'époque, le dispositif policier, ça va pas du tout. Il a dit ça, je me suis trompé. Voilà, bon. Je pense que... Ça va tomber dans l'oubli, c'est ça? C'est pas une question que ça tombe dans l'oubli, parce que de toute façon, ce qui est vrai, c'est que les rassemblements populaires en France, à plusieurs centaines de milliers de personnes, hormis les Jeux Olympiques, cas très à part, mais qui est éminemment intéressant à analyser,
Ça se passe mal en France, oui. Les rassemblements du 31 décembre, oui, le 14 juillet, oui. Les finales de foot, n'en parlons pas, c'est presque systématique. Donc oui, ça se passe très mal. Donc là, il y a un problème. Je ne sais pas ce qu'il faut interdire, mais il faut interdire quelque chose, parce que là, ça se passe toujours mal. Après, une fois qu'on a les violences, les heurts, bon... la justice, il y a beaucoup d'arrestations, la justice fait son boulot. C'est pas à la hauteur, a dit Darmanin. Ouais, bon, alors on peut dire que c'est pas à la hauteur. Bon, effectivement, il y a une individualisation des peines. On condamne pas un individu pour ce qu'on a vu à la télévision. C'est-à-dire que ça reste une condamnation rigoureusement contredit par le président, le procureur près de la Cour de cassation. Absolument. Un des plus hauts magistrats du pays. Là, les ministres, tous les deux, sont lancés dans une compétition sécuritaire. Il y en a un qui annonce la fin du sursis, l'autre qui, je sais pas ce qu'il veut faire. Tout ça, ce sont des mots, ça finira dans les sables mouvants des télévisions, et puis ça ne provoque rien du tout. Ouais. Donc, et ça fabrique du vote RN. Oui, c'est ça. Eux-mêmes, par leur prise de parole, puisqu'ils ne font rien. S'il ne se passe rien. Il ne se passera rien derrière, Carole. J'espère que vous ne pensez pas qu'il va se passer quelque chose. Non, mais ça ne fabrique pas seulement du vote. Du coup, ça alimente le sentiment de l'impuissance publique. Ça alimente le vote RN, mais ça alimente le vote RN. Ça alimente le vote RN, mais ça prépare, en cas de victoire du RN, l'acceptation de ces politiques-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que demain, ils nous font complètement baisser la garde par rapport à nos exigences minimales. Par exemple, ce que vous venez de dire, Bruno, sur le fait qu'on a une justice individuelle et qu'on est condamné pour ce que l'on a fait soi et pas pour ce qui s'est passé en général, ce qui me paraît quand même le minimum depuis quelques siècles en France. Il faudra contourner le droit quand même pour pouvoir faire autre chose. Oui, alors le RN, il ne va pas le faire ? Mais il faudra qu'il ait la majorité pour ça. Le RN, il s'apprête à faire ça, c'est bien ça qu'il va... On verra s'il a la majorité, Catherine, on n'y est pas encore. Vous verrez que le RN, ce qu'il proposera, c'est de faire des référendums pour contourner le droit. Verra, parce que le référendum, il y a aussi, c'est aussi encadré par le... Ce que je dis, c'est pas simplement que ça fabrique du vote RN, ça fabrique de l'idéologie qui permettra ensuite au RN de mettre en œuvre sa politique. Je suis assez d'accord, et je pense que c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui d'ailleurs. Et on peut dater ce retournement dont parlait Bruno au 2005 à peu près, quand il y a eu les grandes émeutes en 2005, etc. On est resté sur cette ligne-là. En même temps, il n'y a pas de fatalité. Quand il y a des matchs de foot comme ça, il y a des violences partout. Il y a eu des violences à Rome, il y a eu des violences à Rome, il y a eu des violences en Angleterre, il y a eu des violences... Les supporters hollandais sont épouvantables. Même aux États-Unis, vous avez des violences en marche. Ça casse de tous les côtés. Vous n'avez pas entendu le gouvernement espagnol, ni le gouvernement italien, ni le gouvernement demander à ce qu'on balaye une bonne part de l'état de droit en disant on va condamner. Je veux dire, parce qu'il y a une collectivité, et ainsi de suite. Bref, les propos du garde des Sceaux. Et on n'a pas entendu les barbares. Les barbares, c'est dans l'histoire des civilisations, ce sont les étrangers qu'il faut repousser. Donc, si on les le mot n'est pas anodin. Il y a deux sens. Oui, mais il vaut mieux laisser ce langage. Quand on dit que l'extrême droite est le Rassemblement national, il vaut mieux laisser Véronique ce Reissoult plutôt que de l'adopter soi-même. Non, mais il y a deux sens. Ah non, Carole. Ouh là là. Véronique Reissoult nous attend. Et néanmoins, c'est pas excusable. C'est-à-dire pas le générique. Alors, on va parler donc des 1 an de la dissolution. Il y a le générique, non. Les 1 an de la dissolution de l'Assemblée nationale. On parle de cet anniversaire sur les réseaux ? Est-ce qu'on en parle ? Oui. Eh bien, je vais vous dire, on n'en parlait pas tellement. Plus exactement, les Français étaient sur autre chose. C'était surtout les politiques et les médias qui en parlaient. Mais là, il y a une petite musique qui monte et ça commence à venir. Mais il y a une différence de traitement. Alors, je vais déjà vous montrer ce que disent les Français eux-mêmes. Vous voyez, il y a par exemple un petit bonhomme qui est en colère, que vous commencez à connaître maintenant. Ce petit bonhomme en colère, on pourrait dire qu'ils sont en colère contre la dissolution. Non, en fait, les Français s'inquiètent du budget, du non-vote du budget, parce qu'ils ont compris que la dernière fois, il y avait eu un sujet le budget qui n'avait pas été voté avait eu des conséquences sur leur vie quotidienne. Donc en fait, leur colère, c'est plutôt on sent bien que ça ne va pas le faire et ils ne sont pas très contents. Donc quand ils parlent de la dissolution, c'est beaucoup autour de ça. En revanche, les politiques, c'est pas tout à fait la même histoire. Les politiques, je vous en ai pris 2, mais par exemple, M. Piolle,
qu'il ramène à une réalité de, finalement, cette dissolution a des conséquences même sur la vie locale, où vous avez M. Bertrand qui vous rappelle que maintenant, c'est l'élection présidentielle qui est en jeu. Donc, en gros, c'est un sujet qui monte chez les citoyens, mais il n'est pas traité tout à fait de la même façon. Dans un cas, c'est beaucoup d'inquiétudes. Pas tant de sujets sur 2027, même si les Français sont intéressés par qui sera président, mais ce n'est pas leur préoccupation quotidienne. Leur vrai sujet, c'est le budget, et c'est ça qui les inquiète. Et les politiques, ils ont, certes, sans doute sont-ils très inquiets sur le budget, mais leur expression, elle est plutôt autour de 2027, de leur place et des opportunités qu'une dissolution pourrait apporter. On parle du tennis, hein. Vous êtes à votre meilleur tennis? Mais ouais, alors je suis à mon meilleur tennis. Et c'est surtout, les Français, ils ont envie de parler de choses un peu plus positives. Alors, vous avez parlé du foot, vous avez parlé de la partie qui n'était pas forcément très positive du foot, mais les Français, ils ont essayé, globalement, sur le volume très conséquent qu'il y a eu autour du PSG, c'était quand même plutôt le positif qui était retenu, même s'ils n'ont pas que ça. Et là, la bonne nouvelle, c'est que cette jeune femme-là qui est en train de monter, cette star qui est en train d'exploser, là, c'est que du positif. Et je peux vous dire que cet après-midi, depuis quelques jours, on en parle, cet après-midi, beaucoup. Et il suffit de regarder l'évolution. Elle vient de commencer sa demi-finale. Regardez, là. Ils sont comme des dingues tous. Là, c'est juste pour vous donner une idée de l'hystérie qui se passe autour de cette jeune femme. Voilà, on en a parlé, 313 000 messages de quelqu'un, on en parlait à peine. Et pour vous donner une idée, tout le monde en parle, ses followers s'envolent. Elle avait 6 000 followers sur Instagram. Nous en étions tout à l'heure à 240 000. Je ne peux pas vous dire qu'à la fin de l'émission, on sera peut-être 260. Oui. Ça n'arrête pas. Vous savez, je suis allé voir son 8e de finale, il y avait 200 personnes dans les tribunes au début du match. Il était plein à la fin, 3h30 plus tard. Ouais. Et ça fait du bien. Moi, je trouve tout est politique, mais bon, ça fait du bien, c'est positif, c'est agréable. Et quand je regardais, c'est rare d'avoir un nuage d'émojis que positif. Et il n'y a que des choses bien. Alors vous allez me dire, non, les gens, ils pleurent et ils ont peur. Non, en fait, ils pleurent et ils ont peur en positif. C'est non, il faut qu'elle gagne, ça serait trop horrible, elle le mériterait, elle le mérite tellement. Enfin voilà, c'est que des messages d'encouragement. Il n'y a même pas, d'habitude, il y a toujours quelques fâcheux qui critiquent quand même, en expliquant pas de fâcheux. Et si on est un peu superstitieux, puisque vous avez, elle a éliminé 2 Américaines, elle rencontre encore une Américaine. C'est pour ça qu'il y a le petit drapeau Amérique. Pourquoi il y avait le drapeau? Je sais pas, le drapeau Amérique, c'est que justement les gens disent waouh, il y a peut-être une histoire. 3e Américaine. Donc voilà, en tout cas, je peux vous dire, c'est que du positif. Ils envoient des ondes positives pour qu'elle gagne. Donc si les ondes positives, ça marche, voilà. Il n'y aura pas de casse après Roland. Ça fait du bien, ouais. On a besoin de positif dans ce bas monde, parfois un peu cruel. Ouais. Alors je voudrais pas qu'on se quitte sans parler de Donald Trump. Moi, voilà, c'est-à-dire que quand même. Alors, le problème, c'est que je savais que j'aurais pas beaucoup de temps, donc je n'ai pas décortiqué tout un truc. Je me suis dit, juste une petite image. Moi, je trouve qu'elle résume bien les biens, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est le fond d'écran de Trump. C'est-à-dire que le mec, il a un niveau de narcissisme qu'on n'atteindra jamais. Et donc là, et cette photo, elle a été beaucoup partagée. Les uns et les autres, non, c'est une fake news et tout. Non, c'est bien son fond d'écran. C'est beau, non? Mais on peut essayer, nous, non? 9, 11, 11. Ouais, mais c'est pas ça. Le 911, c'est la gueule. Police secours. Ah ouais, oui, mais c'est pour ça qu'il y a... 911, on appelle police secours. On appelle le sauveur. Voilà. Oh la vache! Non, mais ça a été pris à 9h11. Après, ils ont travaillé, mais visiblement, il paraît que c'est ça. Et en tout cas, moi, je dis que même si c'était une fausse image, on y croit tous, donc on raconte quelque chose, quoi. Mais là, en plus, c'est pour son anniversaire, il fait son défilé. Il organise son défilé à lui. À Washington. Voilà. Inspiré de Versailles. Non, surtout inspiré du 14 juillet. Il vient au 14 juillet à Paris lors de sa première élection. La première élection, et ça l'impressionne tant qu'il veut la même chose. Il veut la même chose et il veut pareil que Versailles aussi. Donc il y a quelques délires en ce moment. Est-ce qu'il va aller jusqu'à la maison? Enfin voilà. Il y a quelques touristes américains dans Paris, je ne sais pas si vous les avez vus. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Si, il y a des touristes américains dans Paris. De Français là-bas. Oui, c'est vrai, avec un beau t-shirt où il y a marqué « Je n'ai pas voté pour lui ». C'est gênant. Merci. C'est comme les Tesla. Je l'ai acheté bien avant que... Merci à tous. Merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite.